Alors, de quoi est née dans ma tête cette soirée? En fait, elle est née de deux choses. Premièrement, d'une interrogation de fond, à savoir que la mémoire de la guerre d'Indochine, contrairement à la mémoire de la guerre d'Algérie, a littéralement en fait disparu de la circulation et du grand public. Et puis, plus conjoncturellement, un petit événement qui, fort modestement, je pense, vous sera passé inaperçu, qui est la visite qu'ont rendue en juin 2016 les élèves officiers de l'école de Saint-Cyr-Coëtquidan, qui depuis Napoléon est l'école d'officiers donc de la République, à Dien Bien Phu. Voyage qui s'est passé, donc, je cite, sur le post sur la page Facebook des écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan, marqué par l'amitié franco-vietnamienne, une cérémonie qui avait d'autant plus de sens que deux officiers vietnamiens sont en formation à Saint-Cyr. Donc à Dien Bien Phu, vous avez en bas sur la photo d'ailleurs ces deux jeunes officiers, tout casoar au vent. Donc finalement, quand on regarde un petit peu ce qui était annoncé sur la page la page Facebook de Saint-Cyr-Coëtquidan, mais aussi du ministère de la Défense, finalement, Dien Bien Phu est devenu, à l'instar de Verdun ou des plages du débarquement, un lieu de mémoire commun à des ennemis d'hier. Et pourtant, ce n'est pas tout à fait la même chose parce que si l'Allemagne et la France étaient finalement des puissances égales, d'égale importance, que ce soit en 14 ou en 39, ce n'est pas du tout le cas du Vietnam et de la France. Pour le premier, c'était un pays colonisé et dominé. La seconde était la puissance colonisatrice et dominante. Voilà pourquoi Dien Bien Phu reste à ce jour à la fois la plus grande victoire militaire d'un peuple colonisé et en même temps un symbole. Pourtant, force est de constater, avec cette cérémonie, mais bien d'autres indices, que 60 ans après que les dernières troupes françaises aient quitté l'Indochine en décembre 56, nous avons aujourd'hui une mémoire apaisée entre les deux pays. Alors, il n'en a pas toujours été ainsi, et c'est un petit peu ce cheminement que nous allons voir ensemble. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que Dien Bien Phu? Ça, c'est une image vietnamienne. Alors, Dien Bien Phu, c'est d'abord et avant tout, une victoire militaire écrasante, indiscutable, et c'est la victoire d'un stratège, Giap, et d'une stratégie qui a combiné la guérilla et la guerre conventionnelle, la propagande et la diplomatie. À la veille de Dien Bien Phu, on est en pleine guerre froide. La guerre d'Indochine s'enlise et l'opinion publique française est au mieux indifférente et en grande partie hostile. Le gouvernement français a convaincu le président américain Eisenhower qu'après la victoire de Mao en Chine en 1949, puis la guerre de Corée, l'Indochine était le prochain domino prêt à tomber dans l'escarcelle communiste. Aussi, à partir de 1950, les USA payent littéralement la guerre et le coût de cette guerre est couvert à 85% par les Américains en 1953, donc à la veille de Dien Bien Phu. À l'été 1950, les dockers de Marseille cessent le travail, refusant d'embarquer le matériel pour l'Indochine. Et un important mouvement va se développer qui va mêler revendications politiques pour la paix en Indochine, mais aussi revendications sectorielles, tout simplement la prime de vacances. On est donc sur absolument deux côtés. Le premier extrait que nous allons voir, et qui est assez intéressant, est extrait du Rendez-vous des quais de Paul Carpita, qui est un film qui est tourné entre 1950 et 1953 à Marseille, qui en fait est fait avec des acteurs absolument non professionnels, mais Carpita n'est pas le premier à le faire, Rossellini l'a fait avant lui, mais qui tourne des vrais documentaires et puis des choses qui sont tournées. Alors l'extrait que j'ai choisi, en fait, c'est à la veille de la grève, le paquebot Pasteur vient d'arriver dans le port de Marseille. Le Pasteur est un véritable lieu de mémoire de la guerre d'Indochine au sens où Nora l'entend. C'est lui qui fait la navette entre Marseille d'une part et Saigon d'autre part, en menant d'un côté le matériel militaire et les soldats d'active, il n'y a pas de contingent en Indochine, et d'autre part ramenant permissionnaires, mais aussi les blessés et les cercueils, qui sont très nombreux, puisqu'en fait l'Indochine, c'est quand même 50 000 morts. Alors, on va regarder cet extrait, ici. 50 000 morts de quel côté? Du côté français. Donc, par rapport à... Alors, du côté vietnamien, c'est à peu près 3 fois plus.
Comment on fait pour baisser là? Ça va? Camarades métallos, les dockers ont débrayé. L'action déclenchée au moment de l'arrivée du Pasteur a gagné maintenant tout le port. Au nom du comité de grève qui vient d'être constitué, je vous appelle à soutenir notre mouvement. Vous savez pourquoi nous agissons, et vous avez déjà montré que vous étiez d'accord avec nous. Eh bien, il ne faut pas nous laisser seuls. Ce ne sont plus seulement les dockers qui manifestent leur résolution. Les marins du Pasteur ont mis sac à terre. La maîtrise s'est prononcée avec nous. Aucun travailleur du port ne doit rester à l'écart de cette grande action pour la paix et les intérêts de tous. Alors, donc, ce rendez-vous des quais, hein, qui montre un petit peu l'ambiance à la fin, en fait, de la guerre d'Indochine. Pendant ce temps-là, au Vietnam proprement dit, le nouveau commandant en chef du corps expéditionnaire, à l'automne 53, alors qu'il s'est passé un très important mouvement en fait, social à l'été 53 en France, le général Navarre décide d'implanter un camp retranché au nord-ouest du Tonkin, près de la frontière laotienne, ici. Entouré de mines, c'est un hérisson doté d'une puissante artillerie et de 2 pistes d'aviation assurant le ravitaillement du camp depuis Hanoï. Parce que, caractéristique de ce camp, il n'est pas ravitaillable par la terre. Il est dirigé par le colonel Christian Ferdinand Marie de la Croix de Castres. Ça ne s'invente pas. Fin février, le colonel de Castres fait arroser de tracts ce qu'il croit être les positions adverses. Adressés au général Giap, ces tracts disent la chose suivante, je cite. « Général, vous avez fait concentrer vos 4 meilleures divisions avec un nombre d'armes puissant. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, vos unités ne sont pas encore entrées dans la lutte. Général, vous vous figurez être vainqueur. Est-ce que vous auriez perdu confiance dans la valeur de vos officiers et le courage de vos soldats? N'ayez pas peur de perdre la face envers vos soldats. Général, je vous attends. » Alors, cette admirable certitude, que quand même, avec rétrospectivement assez ahurissante, s'appuie sur des postulats qui sont partagés par absolument tout l'état-major. Ce n'est pas simplement le colonel de Castres qui a des fantasmes. Premièrement, le Viet Minh n'a pas d'artillerie lourde ou ne pourra pas l'acheminer. Deuxièmement, ces lignes logistiques sont trop longues pour pouvoir ravitailler ces troupes qui sont basées autour de la cuvette. Et troisièmement, il n'a pas de DCA et nous avons la maîtrise des airs. Autrement dit, cette situation de cuvette, qui a priori pourrait paraître complètement aberrante, ne pose aucun problème, en tout cas à l'état-major. Simplement, le 13 mars à 17h, un déluge d'artillerie venu des collines avoisinantes s'abat sur le camp retranché. Dien Bien Phu devient, selon l'expression de l'historien Bernard Fall, un coin d'enfer sur terre. Dans la nuit, Béatrice, ici, tombe. Un bataillon entier de la Légion étrangère est anéanti en le défendant. Dans la nuit du 14 au 15 mars, c'est au point d'appui Gabriel d'être anéanti à son tour. À partir du moment où Gabriel et Béatrice sont tombés, en fait, la piste d'aviation principale qui donne l'approvisionnement, qui permet l'approvisionnement du camp, est à portée des mortiers
de Giap et de ses troupes. Et donc, à partir de là, le camp ne va plus pouvoir être ravitaillé que par parachutage aléatoire, d'autant que le Viet Minh possède de la DCA et que donc les avions doivent voler très haut s'ils ne veulent pas se faire descendre. Le responsable de l'artillerie du camp, le colonel Pirotte, qui avait assuré que ces canons détruiraient sans coup férir ceux de l'adversaire, en fait se suicide dans la nuit du 14 au 15 mars parce que sa parole n'a pas pu être tenue. Bombardé jour et nuit, subissant toutes les nuits les attaques du Viet Minh, bientôt confronté en plus au déluge de la mousson, Dien Bien Phu devient pour les Français, et selon le mot de De Castres, ici un peu mieux inspiré qu'au mois de février, Verdun sans la voie sacrée. La voie sacrée étant, je vous le rappelle, en fait cette route qui allait de Bar-le-Duc à Verdun et qui pendant les 11 mois de la bataille a alimenté en hommes et en munitions en fait le camp français. Ou plutôt, la voie sacrée, elle existe. Le seul problème, c'est que la voie sacrée, elle est du côté des Vietnamiens et c'est celle qu'ont construite les Vietnamiens. Alors, la construction de cette voie sacrée vietnamienne est un exploit absolument incroyable puisque pas à pas, mètre à mètre, munitions, ravitaillements, canons, mortiers, armes anti-aériennes ont été amenés jusque sur les hauteurs de Dien Bien Phu. Au-delà des 50 000 combattants, effectivement les 5 divisions que regroupe Giap autour de la cuvette, c'est plus de 200 000 personnes, hommes et femmes, qui ont participé à cet exploit de logistique absolument incroyable. Alors, comment ça s'est passé? On va regarder le deuxième document. Alors, qui est un extrait de 5 colonnes à la une, qui fut très longtemps, vous avez forcément entendu parler, le documentaire, le magazine d'information mythique de la télévision publique. C'est un 5 colonnes à la une spécial de mai 1964. Pierre Desgros, Pierre Dumayet, Pierre Lazareff, etc., se sont procurés, en fait ont acheté, les images qui ont été tournées à Dien Bien Phu avant et pendant la bataille, mais qui ont été tournées du côté vietnamien, donc par les Vietnamiens. Et donc ces images, ils vont les présenter à 2 témoins qui ne les ont jamais vues et qui vont les commenter en direct. Ces 2 témoins sont d'une part une des vedettes, entre guillemets, du camp, qui est celui qui était à l'époque le commandant Bijard, le commandant Marcel Bijard. En 1964, il est colonel. Et d'autre part, celui qui était à l'époque un jeune caporal du service de cinéma des armées, qui est le cinéaste Pierre Schoendoerfer. Et c'est donc ces 2 personnes qui vont commenter les images à chaud. En fait, ils ne les ont jamais vues, les images vietnamiennes. Et écoutez, c'est assez intéressant de les voir discuter. Toujours sur la route coloniale 41. C'était la route principale qui... La route principale, la seule route qui les... Ça, c'est Bijard qui parle. Il avait creusé des bretelles pour les zones dangereuses, les zones qui étaient bombardées. C'est ça, près de l'arrivée. C'est ce qu'ils ont l'air de faire ici. Là. Ça doit pas être loin de la cuvette. Les images sont un peu pourraves. Tout ce que vous voyez là, vous ne pouviez pas le voir de là où vous étiez. Absolument pas, on ne voyait strictement rien. Les avions non plus, ne le voyaient pas? Les avions non plus, parce qu'ils travaillaient surtout de nuit ou alors de jour, mais il y avait un système d'alerte aux avions qui était tout à fait au point. Et dès qu'un avion était signalé, tout ce monde se camouflait très rapidement. Et puis une fois la route ouverte, ils la recouvraient de paysage. Ça, c'est Schoendoerfer qui parle. Vu l'avion, c'est parti de là. Oui, ils ont un tunnel. C'est ça. Ils ont un art de camouflage très poussé. Ils avaient 800 000 hommes sur la route. C'est pas vrai. Et on a vu d'ailleurs les transformations de cette route quand on a descendu. Après, ils avaient toutes les installations, ils avaient les garages pour les camions, les dépôts de ravitaillement, de munitions. Vous l'avez suivi comme prisonnier cette route plus tard? Celle-là ou une autre, celle-là on y est passé, je pense, au moment, quoi. Oui. Moi je la connaissais parce que je m'étais battu dans ces coins-là des années avant et je connaissais les fameuses bicyclettes qui amènent le ravitaillement, quoi. On a dit que c'était ces bicyclettes qui avaient gagné la bataille de Dien Bien. Il y a de ça, oui, c'était Florence qu'ils arrivent à monter, quoi. Et c'était des bicyclettes françaises. Bicyclettes françaises, achetées à Noël, oui. En fait, les bicyclettes pouvaient porter jusqu'à 200 kg de riz, de munitions, etc. La haute région, Des chauméos. ce sont des méos, c'est taille, là, au méo.
Qu'est-ce que ça vous fait de voir ces scènes, de voir l'autre côté de la barricade? Bon, c'est triste, bien sûr. C'est intéressant. Voilà les camions Molotov, là, vous voyez, recouverts de feuillage. Ces camions Molotov dans lesquels nous sommes montés au cours de notre captivité. Ils voyageaient de nuit et se camouflaient de jour dans la forêt. Et dans un de ces camions comme Et ça, alerte aux avions, vous voyez les camions stoppés et vue d'avion avec le feuillage dessus, on ne voyait absolument rien, quoi. Là, ils sont en train de réparer un pont. Ils étaient très nombreux et le nombre de divisions que nous avions devant nous équivalait à un rapport de force de l'ordre de 5 contre 1 à peu près. qu'est-ce que c'est que ces canons? Ce sont des canons 205 qui sont en train de monter sur les hauteurs. Bien vous dire, américain. On a été obligé de les tirer comme ça. Ah oui, dans ces endroits-là, c'est très difficile, ça monte très dur. Et ces canons non plus, vous ne les voyez pas arriver? Absolument pas. Les divisions viennes qui encerclaient la cuvette étaient admirablement camouflées, on ne voyait pratiquement rien. C'est absolument prodigieux d'ailleurs comme travail. Voilà, on va s'arrêter là. Donc c'est ça véritablement, je veux dire, autant que les soldats, autant que les soldats ou les officiers qui ont gagné Dien Bien Phu, c'est aussi toute cette population, c'est pas 800 000 comme dit Schoenhofer, c'est environ 200 000 personnes qui ont effectivement, eux également, gagné la bataille. Alors, la France, jusque-là indifférente, va suivre un véritable feuilleton. C'est un feuilleton qui s'appelle la tragédie de Dien Bien Phu. Alors la tragédie de Dien Bien Phu, elle a des héros aux traits virils, comme par exemple le colonel Langlais ici, ou le chef de bataillon Béjart. Et comme il faut une femme, comme dans toute tragédie, elle a son héroïne tragique, qui est Geneviève de Galard, que va suivre absolument Paris Match, qui suit ça quasiment semaine par semaine, qui par la grâce de Paris Match va devenir la seule femme dans la cuvette de Dien Bien Phu, ce qui est faux, et qui va se voir affublée par Match également du surnom de l'ange de Dien Bien Phu, que d'ailleurs les soldats ne lui ont jamais donné. Et enfin, le 7 mai, Giap siffle la fin de la récréation, le camp tombe, et le drapeau du Viet Minh flotte sur le QG du général de Castres. 10 000 membres du corps expéditionnaire sont faits prisonniers, la moitié d'entre eux sont blessés. La bataille a coûté la vie à 4 500 membres du corps expéditionnaire et de son côté, le Viet Minh a eu plus de 8 000 morts et plus de 15 000 blessés. Le troisième extrait que nous allons voir, et après ça ira à un rythme un peu moins intense, je vous le promets, c'est donc la chute de Dien Bien Phu, et donc le départ des prisonniers français en captivité. Image vietnamienne, toujours. Ou plutôt, on va le voir tout de suite, soviéto-vietnamienne. Entre nous, c'est très représentatif du corps expéditionnaire. 17 000 пленных. Экспедиционный корпус обезглавлен. Писала ужасная печать Франции. Эту песенку напевали французы в блиндажах Дien Bien Phu. Солдат шел на войну с надеждой на победу. Возвращается он, битый, грязным бельем в своем ранце. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale, parti pour mourir un peu à la guerre. Voilà, le morceau russe est tourné par un documentariste soviétique qui s'appelle Roman Lazarevitch Karmel, qui est un des grands documentaristes soviétiques, qui est en 1954 à l'apogée de sa gloire. Il a commencé en 1936 avec la guerre d'Espagne. Il a formé un grand nombre de documentaristes et d'opérateurs vietnamiens. On le voit ici avec eux. Et en fait,
ces images qui vont rester pour tout le monde. Et d'ailleurs, ça va être joué avec l'air de Francis Lemarque, hein, quand un soldat, ça va tourner dans beaucoup de meetings du PC, etc., etc. En fait, est mise en scène, littéralement mise en scène, à peu près un mois après la défaite de Dien Bien Phu. Carmen va faire construire cette espèce de plateforme un peu bizarre. Donc, il va surplomber les prisonniers, il va le faire creuser au sol, en fait, un immense S en forme de sillon qui a un double avantage. D'une part, c'est de donner cette impression de foule énorme, hein, avec les prisonniers, et d'autre part, le sillon, en fait, oblige les prisonniers à baisser la tête pour ne pas se casser la figure. D'où cette impression, c'est assez pervers, d'où cette impression, en fait, donc, de prisonniers qui marchent la tête baissée, d'humiliation très forte. Hein. Alors, inutile, vous voyez ici une photo de Carmen, hein, aussi avec des opérateurs vietnamiens. Alors, j'insiste un peu là-dessus parce que ça a un double, cette séquence a un double effet. Premièrement, elle va être diffusée énormément. Et donc, pour énormément de gens, un petit peu, je prends cet exemple-là, sans faire de morale, un peu comme le drapeau, hein, soviétique sur le Reichstag va devenir le symbole de la défaite de Dien Bien Phu. Maintenant, pour ceux qui y ont participé, entre guillemets, et qui ont donc passé la journée donc, à défiler pour que le plan soit parfait, ça va rester dans leur tête comme une espèce de cauchemar qui va être la synthèse, hein, un petit peu de ce qu'ils ont ressenti à Dien Bien Phu. Et donc l'impact sur les prisonniers de guerre français va être absolument terrible. Alors, le lendemain de la reddition, s'ouvre à Genève la conférence qui doit mettre fin à la guerre d'Indochine. La victoire de Giap est un véritable coup de massue pour les Français et un formidable encouragement pour tous les peuples colonisés. L'Algérien Ferhat Abbas va parler d'un Valmy décolonisé. Et Dien Bien Phu devient un véritable lieu commun. Ainsi, au Maroc, sous protectorat français, les colons français reçoivent des missives leur disant « Casablanca sera le Dien Bien Phu des Français ». Alors, fort de cette défaite, si on peut dire, Mendès France, le nouveau président du Conseil, peut imposer les accords de Genève qui sont signés le 20 juillet 1954. Mais les Vietnamiens n'obtiennent qu'à moitié satisfaction car le pays est coupé en deux à la hauteur du 17e parallèle. Et les élections qui doivent se tenir dans les 2 ans, avant le départ de Français fin 1956, n'auront jamais lieu. Deuxième épisode de la construction de cette mémoire, qui est d'une guerre coloniale à l'autre, l'Algérie chasse l'Indochine. Alors, pour l'armée, la défaite indochinoise peut se résumer en 2 mots. Premièrement, humiliation. Deuxièmement, abandon. Humiliation de la captivité, hein, que je crois qu'on vient de voir, qui en plus va faire des ravages parmi les prisonniers. Sur 10 000, seulement un peu plus de 3 000 reviendront au mois de septembre 1954, qui est un taux de mortalité absolument terrible. Sentiment d'abandon de la part des politiques qui les ont lâchés à Genève, de la part de la métropole indifférente, de la part des Américains qui n'ont pas voulu bombarder le Vietnam, et cerise sur le gâteau, si on peut dire, la mesquinerie de l'État, ça vaut quand même le coup d'être signalé, qui décomptera de la solde des prisonniers la nourriture qu'ils ont perçue pendant leur captivité, puisqu'étant prisonniers, ils ont été nourris, ce qui évidemment contribuera, comme vous le pensez, à faire dans la bonne humeur. Donc, à la suite de Dien Bien Phu, l'armée est en crise, c'est une triple crise. Crise morale, hein, pourquoi est-ce qu'on a été battu ? Par des va-nu-pieds, hein, en gros c'est ça. Crise de recrutement, notamment pour un des régiments d'élite, la Légion étrangère, et crise d'encadrement. La guerre d'Indochine a dévoré une promotion d'officiers par an, un peu comme ces petits jeunes que vous avez vus tout à l'heure, là, le casoar, tout casoar dehors, dont le symbole restera le propre fils du général de Lattre de Tassigny, Bernard, le jeune, son fils unique, lieutenant, donc issu tout de suite de Saint-Cyr, qui est tué en Indochine en 1951. Et de cette défaite, une partie des officiers supérieurs, Trinquier, Lacheroy, Hogarth, Nemo, pour donner simplement le nom des plus célèbres, va tirer de la défaite indochinoise la leçon suivante. La guerre traditionnelle est inopérante dans ce type d'insurrection. Gagner militairement ne suffit pas. L'enjeu de la population
l'enjeu de la guerre, c'est la population qu'il faut disputer à l'ennemi et gagner de gré ou de force par la propagande, la conviction ou par la terreur. Ainsi vont naître toutes les théories de guerre révolutionnaire, stratégie contre-insurrectionnelle, qui va être appliquée en Algérie en développant et en systématisant ce qui avait été expérimenté pendant la guerre d'Indochine. Et Dien Bien Phu va être une référence pour les Algériens comme pour les Français. Le FLN fixera à la grève de janvier 1957, avant la discussion de la question algérienne à l'ONU, l'objectif d'un Dien Bien Phu diplomatique, je cite. Et les grandes manifestations de décembre 1960, quand De Gaulle fait sa énième tournée des popotes en Algérie, seront analysées comme un, je cite, un Dien Bien Phu psychologique. En miroir, plus jamais Dien Bien Phu, plus jamais aucun abandon de territoire va être le leitmotiv des officiers pour qui les Algériens sont téléguidés par Nasser, qui est l'homme lige de Moscou. Indochine et Algérie sont vus comme un même combat contre le communisme. Et ça va être le leitmotiv pendant des décennies. L'apothéose, si l'on peut dire, de cette stratégie contre-insurrectionnelle, où le rôle de l'armée est autant politique que militaire, va être le coup d'État de mai 58, qui porte De Gaulle au pouvoir, mais c'est aussi le début de la fin, car De Gaulle ne partage pas vraiment cette stratégie contre-révolutionnaire. Une guerre chasse l'autre, troisième épisode, retour au Vietnam avec la Seconde Guerre du Vietnam. Dès 1954, le règlement de Genève porte en germe la deuxième guerre du Vietnam avec la partition du pays qui est inacceptable pour les Vietnamiens. Avec le départ des Français en 1956, les USA s'implantent au Vietnam. En revanche, ils se tiendront toujours à distance de l'Algérie, les Français n'arrivant pas à les convaincre qu'il s'agit d'un combat contre le communisme. 1965 scelle l'engagement massif des Américains au Vietnam. Les forces des États-Unis passent d'environ 750 conseillers militaires en 1959 à 15 000 en 1964. À la fin de 1965, il y a plus de 180 000 soldats américains au Vietnam et les bombardements massifs qui dureront toute la guerre ont commencé. Au climax de la guerre, en 1968, c'est plus de 500 000 soldats américains qui seront déployés. Je ne compte pas là donc les forces sud-vietnamiennes. La mise en place massive de la conscription, le draft, va engendrer en retour un puissant mouvement anti-guerre aux USA même. Alors, juste pour se rappeler, 1965, et ça a son importance, c'est aussi l'année du coup d'État de Boumedienne en Algérie. Alors, cette guerre qui oppose le petit David vietnamien au Goliath américain, c'est l'image qui revient le plus souvent, devient la référence des mouvements d'émancipation dans le monde entier. Et ce combat des Vietnamiens va être au centre de la réunion de la Tricontinentale qui va s'ouvrir en janvier 1966 à La Havane. Alors l'extrait que nous allons voir maintenant, que peut-être certains d'entre vous ont vu il y a bien longtemps, c'est Loin du Vietnam, qui est un documentaire, qui est une suite en fait de courts-métrages qui est tourné au Vietnam par ce qu'on peut appeler en fait presque le who's who du cinéma français de l'époque, puisqu'on va trouver aussi bien Alain Resnais, William Klein, Joris Ivens, Agnès Varda, Lelouch, Godard, etc., etc. Alors, on va les voir tout de suite. D'un côté, les États-Unis d'Amérique, la plus grande puissance industrielle et militaire de tous les temps. Depuis 1965, début de l'escalade, les Américains ont déversé plus d'1 million de tonnes de bombes sur le Vietnam du Nord, c'est-à-dire davantage que sur l'Allemagne pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Un pays dont les 200 millions d'habitants dépensent plus pour leur papier d'emballage que les 500 millions d'Indiens pour se nourrir, peut donner quelques moyens à son armée. Chaque matin, dans le golfe du Tonkin, les porte-avions de la 7e flotte font leur plein de bombes. 1000 tonnes par jour. C'est une guerre de riches. En face, une guerre de pauvres. Celle des 17 millions de Vietnamiens du Nord et de leurs compatriotes du Sud qui se battent pour l'indépendance. Ce sont les plus pauvres, mais pas les plus faibles. Ce sont les moins nombreux, mais pas les plus seuls.
Car si la pratique quotidienne de la guerre place le Vietnam dans une solitude que le Che Guevara compare à celle des gladiateurs au milieu du stade, une grande partie du tiers-monde a compris qu'elle était solidaire, du Vietnam. Et que c'est au Vietnam que se pose la question fondamentale de notre temps. Le droit des pauvres à créer, pour avancer, des sociétés basées sur autre chose que sur l'intérêt des riches. À Cuba, Fidel Castro a proclamé 1967 année du Vietnam. Il sait de quoi il parle. C'est parce que les États-Unis ont échoué à briser la révolution cubaine par la force en 1961 à la baie des Cochons qu'ils ont décidé de ne plus laisser nulle part se développer victorieusement un mouvement révolutionnaire. D'où Saint-Domingue, la lutte anti-guérilla en Amérique latine et l'effort de guerre démesuré au Vietnam. L'Amérique veut démontrer au monde que la lutte révolutionnaire est sans issue. Elle a choisi le Vietnam pour en faire la preuve. Elle a peut-être mal choisi. Effectivement, l'histoire montrera qu'elle avait mal choisi. Alors, c'est dans ce contexte-là que se construit en France ce qu'on peut appeler, donc, dans le cadre de la seconde guerre du Vietnam, ce qu'on peut appeler en fait la mémoire de la guerre d'Indochine. C'est une période où sortent énormément de bouquins, de romans, et il y a deux ouvrages qui vont se détacher. Le premier, c'est celui de Jules Roy, qui se vendra, c'est un énorme pavé de 400 pages, qui va se vendre, qui paraît en 63, qui va se vendre à plus de 300 000 exemplaires, et qui va déchaîner les fureurs de l'extrême droite, qui a mis d'emblée la main en fait sur la mémoire de Dien Bien Phu. En revanche, elle va être extrêmement discrète sur un second ouvrage d'un des héros de Dien Bien Phu, le colonel Langlais, que nous avons vu tout à l'heure, qui sort également en 1963, et pour cause, car dans la conclusion de cet ouvrage, le colonel Langlais, qu'on peut soupçonner de beaucoup de choses, sauf d'être un pacifiste et un communiste, conclut son ouvrage de cette façon. La guerre d'Indochine fut une guerre d'indépendance contre la France, et sous l'outil de combat fut forgé par des méthodes marxistes. Il n'en reste pas moins que le soldat Viet Minh qui montait, et avec quel courage, à l'assaut des positions de Dien Bien Phu, luttait pour nous mettre à la porte de chez lui, où nous n'étions pas chez nous. Donc, effectivement, avec une conclusion comme ça, inutile de vous dire que l'extrême droite ne s'est pas précipitée sur le colonel Langlais, qui par ailleurs était colonel de parachutistes et fier de l'être. Car il n'y a absolument pas unanimité parmi les anciens combattants dès cette date. Les anciens combattants qui sont le groupe mémoriel par excellence de la guerre d'Indochine. Et on va voir ainsi un Jean Lartegui qui est ce que j'appellerais le biographe presque officiel des paras d'Algérie et d'Indochine, vanter les, je cite, « le petit guerriero Viet Cong avec ses sandales faites d'un morceau de pneu face à la machine de guerre américaine ». Alors, le quatrième extrait que nous allons voir est un film qui sort en 1965 également, qui est donc une date clé, qui est un film de Pierre Schoenderfer, qui est la 317e section, qui est primée à Cannes, et qui est un excellent reflet de cette mémoire des anciens combattants. Le cinéaste possède la légitimité de ceux qui y ont été, mais il parle de ceux d'en bas. Donc pas de colonels, pas de généraux, pas de choses comme ça. Il est servi par la photographie de Raoul Coutard, qui est le grand chef opérateur de cette époque, qui est le chef opérateur de Pierrot le Fou, de À bout de souffle, etc., qui est le chef opérateur de Godard, de Truffaut, et par un duo de comédiens absolument remarquables, le jeune Jacques Perrin, qui est tout jeune à l'époque, et Bruno Kremer. Le tournage a lieu dans des conditions absolument effroyables au Cambodge. Et le film va rester, par sa qualité plastique et sa qualité scénaristique, en fait un témoignage exceptionnel de la mémoire des anciens combattants. Et il faut signaler que plus d'1 million de spectateurs iront voir le film au cinéma, alors que de nos jours, ça passerait dans les ciné-clubs, très clairement. Un petit extrait, donc. L'extrait que je vais vous faire voir est assez intéressant. En fait, c'est presque à la fin du film. C'est un jeune lieutenant, tout jeune lieutenant, qui frais et moulu de Saint-Cyr avec un vieil adjudant blanchi sous le harnais, qui veulent faire un coup. Ils arrivent au Cambodge. En fait, il y a un officier du Viet Minh qui vient de faire une office de propagande, vient faire un morceau donc de propagande, et eux, ils débarquent, et voilà ce que ça donne. Alors, juste une petite chose, on ne voit pas très bien parce qu'il y a ce truc, voilà. Regardez juste là, en fait, vous voyez la banderole,
Schoendoerfer est un frappadingue du détail, hein. Et la banderole est en fait en 3 langues. En haut, elle est en vietnamien, on distingue plus ou moins bien Doc Lap, hein, indépendance. En dessous, elle est en caractères chinois qui sont encore un peu utilisés par les gens. Et on va la voir tout à l'heure, la même banderole est en fait en caractère cambodgien. Parmi ces anciens combattants, donc, qui vont se retrouver, s'identifier donc à la 317e section, beaucoup d'entre eux ont gardé donc une dent, hein, contre l'abandon des USA, le fameux abandon, et ne voient pas d'un mauvais œil finalement la grande puissance se faire étriller à son tour. La position de Gaulle sur le conflit va jouer un rôle important par cette prise de position, cette mise à distance d'une partie de la droite. Et en mai 66, dans son discours de Phnom Penh, le général de Gaulle prévient les USA qu'ils se casseront les dents au Vietnam. Paradoxalement, donc, quand cette image du Vietnam est extrêmement positive, c'est avec la victoire que les choses vont se gâter. Alors, ce que j'appellerais très très chère victoire. En janvier 1973, les États-Unis et le Vietnam signent à Paris un accord de paix, aboutissement des négociations commencées en 1968, que ne verra pas Ho Chi Minh, qui est mort en septembre 1969. Après les accords de Paris, les armées américaines se retirent, laissant face à face nord et sud. Ce dernier ne tiendra pas la route et en avril 1975, après l'offensive de Pâques des troupes nord-vietnamiennes, c'est la fin de la guerre de 30 ans pour l'indépendance et la réunification du Vietnam. Mais avril 1975, c'est aussi, je vous le rappelle, le 17 avril, l'entrée des Khmers rouges à Phnom Penh. Et la victoire et la réunification ne vont pas marquer, malheureusement, le retour de la paix au Vietnam. En 1977, une guerre courte mais très violente oppose les Vietnamiens et les Khmers rouges qui sont soutenus par la Chine pour le delta du Mékong. En décembre 1978, les Vietnamiens entrent au Cambodge et renversent le régime Khmer rouge. En février 1979, la Chine attaque le Vietnam, sans déclaration de guerre, mais enfin ça fait belle lurette qu'il n'y en a plus, va dévaster tout le nord du Vietnam et le conflit sino-soviétique qui couvait depuis 1956 va éclater au grand jour et aux dépens du Vietnam. Produit à la fois d'une situation économique terrible, d'une guerre qui a ravagé le pays du nord au sud, du blocus occidental qui ne sera levé qu'au début des années 90, mais aussi, il faut le dire, de la politique menée par le régime, notamment la collectivisation des terres. Des centaines de milliers de personnes vont fuir le Vietnam. Cette fuite éperdue des bad people rappelle aussi que la guerre du Vietnam fut également une guerre civile, et pas uniquement une guerre de libération étrangère. Cet exode très largement médiatisé, ainsi que la révélation du génocide des Khmers rouges en 1979, vont modifier profondément et dans un sens négatif la perception du pays à l'étranger. Pour le Vietnam, c'est le temps très dur de l'isolement, isolement diplomatique, isolement économique. Et pour la gauche et l'extrême gauche, en France mais pas seulement, c'est le temps des révisions et des rapprochements qu'on n'aurait jamais cru possibles. Et on va voir ainsi les ennemis d'hier, qui ne se parlaient plus depuis je ne sais plus trop combien de temps, Raymond Aron et Jean-Paul Sartre, se mobiliser pour que la France ouvre grand ses portes aux réfugiés. Plus de 100 000 d'entre eux, d'ailleurs, y trouveront asile. Alors on va aller assister un petit peu, on va aller regarder la fin donc d'une conférence de presse. On va aller écouter Jean-Paul Sartre. C'est le 20 juin 1979. Celle du comité Un bateau pour le Vietnam, avec beaucoup de personnalités, parmi lesquelles Jean-Paul Sartre, Bernard Stasi, Yves Montand ou Raymond Aron. Ce communiqué a fait plusieurs propositions, notamment que chaque pays d'Europe prenne en charge un camp de réfugiés en Malaisie et en Thaïlande, et un recensement des orphelins va être effectué très vite, dès cette semaine, pour permettre leur éventuelle adoption en France. Marie-Geneviève Lemoine a demandé à Jean-Paul Sartre pourquoi il prenait ainsi position dans cette affaire. Écoutez, c'est intéressant. Personnellement, j'ai pris parti pour des hommes qui n'étaient sans doute pas de ceux qui étaient mes amis au temps où le Vietnam se battait pour la liberté. Mais ça n'a pas d'importance, parce que ce qui compte ici, c'est que ce sont des hommes en danger de mort. Et je pense que les droits de l'homme impliquent que tout homme doit entrer au secours de ceux qui risquent un danger de mort ou un danger de grand malaise. Telle est la raison pour laquelle je suis ici, c'est-à-dire abandonnant complètement mes opinions politiques et me mettant
dans cette affaire du point de vue humain, c'est-à-dire du point de vue moral. Ceci explique cela d'ailleurs, les positions de Sartre, notamment sur l'Algérie. Alors, pour l'extrême droite et une partie de la droite, cet exode des boat people confirme la justesse du combat en Indochine contre le communisme. Et 1984, donc les 30 ans de la défaite, est l'occasion d'un déluge d'articles qui vont dans ce sens, l'Indochine et le Vietnam alimentant la contre-offensive réactionnaire d'une droite qui cherche sa revanche depuis 1981 et la victoire de Mitterrand. Alors, cette campagne de la droite, qu'on peut même presque qualifier d'hystérique, va culminer en 1991 avec ce qu'on a appelé l'affaire Boudarel. Donc peut-être vous vous en souvenez, mais je vais vous rafraîchir la mémoire de l'affaire Boudarel. Le 13 janvier 1991, Georges Boudarel, enseignant à Paris 7, participe à un colloque sur le Vietnam au Palais du Luxembourg. Il est interpellé par Jean-Jacques Beclerc, ancien officier de l'armée française, ancien prisonnier du Viet Minh et ancien ministre des anciens combattants. Il dénonce en Boudarel non seulement un déserteur, mais un traître devenu, je cite, commissaire politique, tortionnaire des prisonniers français. Pendant des semaines, cet ancien prof, passé au Viet Minh en 1950 alors qu'il était en poste à Saigon, va occuper l'actualité. Outre la traîtrise, entre guillemets, couverte par l'amnistie de 1966, c'est l'idée même du communisme qui est mise sur la sellette et Boudarel se voit accusé de crimes contre l'humanité, donc imprescriptible. Pour la droite et l'extrême droite, il faut faire, je cite, de Jussieu le Dien Bien Phu des traîtres. Mais pas seulement. Et je vous propose d'écouter une autre, cette fois-ci je n'ai pas trouvé de vidéo, mais j'ai une émission de France Culture en septembre 1991, contre toute attente du fait de l'amnistie. En fait, l'avocat des anciens prisonniers français obtient le classement de la plainte au titre de crime contre l'humanité. Et ce qu'on va écouter ici, c'est l'argumentation de l'avocat, donc des anciens prisonniers français. Écoutez-la. Maître Jean-Marc Varro se félicite de l'événement au micro de Sophie Bécheron. C'est une très grande nouvelle. D'abord pour les 40 survivants du camp 113, qui savent que leur malheur va faire l'objet d'une instruction. Mais c'est également une très grande nouvelle judiciaire, puisque c'est le premier des procès des criminels de guerre et des crimes contre l'humanité du communisme qui commence. Le communisme n'est donc plus une idée comme une autre, c'est, au sens de la définition du crime contre l'humanité, une hégémonie idéologique. C'est donc un événement dans le monde. Il est heureux que le Nuremberg du communisme commence par la France. Voilà, je crois que ça se passe de commentaires. Le Nuremberg du communisme, c'est ça en fait l'histoire qu'il y a derrière cette histoire un peu pathétique de traduire Boudarel pour crime contre l'humanité. Parce qu'évidemment, après toute cette agitation et ce remue-ménage, comme de bien entendu, la plainte va être tranchée, le droit va trancher, donc par un non-lieu, non pas sur le fond, mais par un non-lieu du fait de l'amnistie de 1966. Et le cas Boudarel, entre guillemets, ne va plus occuper que les livres publiés en rafale, à partir de cette date, par les anciens combattants, car sur le fond, pour la grande majorité de l'opinion publique, l'heure n'est plus à ce règlement de compte. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'involontairement, cet épisode a mis en lumière l'existence pendant la guerre d'Indochine de ceux que l'on a appelés les ralliés. Alors, qui sont les ralliés? Ces ralliés, ce sont des hommes japonais, allemands, français, marocains ou algériens qui ne se sont pas contentés de déserter, mais qui sont passés de l'autre côté pour des raisons idéologiques, choisissant non seulement la condamnation comme déserteurs, l'opprobre pour leur famille, mais aussi une vie très dure, puisqu'ils menaient exactement la même existence que celle des combattants vietnamiens. Et total hasard, mais aussi signe des temps, alors que la droite et l'extrême droite vont se déchaîner contre les traîtres, va paraître une superbe bande dessinée de Lax et Giroux, je ne sais pas s'il y a beaucoup de fans de bande dessinée ici, qui s'appelle Les Oubliés d'Annam, et qui fait revivre ces hommes, dont le plus célèbre, je dirais, qui est le mythique légionnaire allemand Erwin Borchers, à qui ils vont donner d'ailleurs les traits
de Samuel Beckett. Hein, regardez, ils en font un homme comme ça, très émacié, très beau. Alors ce pan de l'histoire qui est peu connu, bien moins que celui des porteurs de valises en Algérie, parce qu'en fait il a impliqué des gens qui étaient totalement anonymes, va trouver dans la bande dessinée et ce qu'on appelle le roman graphique, un outil de popularisation auprès des jeunes générations. On peut citer par exemple, et il y en a d'autres, l'autobiographie d'Albert Clavier, qui est un rallié français qui est passé au Viet Minh, qui s'est marié en Indochine et dont l'autobiographie, Dans la nuit la liberté nous écoute, va être mise en bande dessinée en 2011. Vous avez ici la jaquette de la BD. Parce que, en fait, si on avance un peu dans le temps, 1992, c'est ce que j'appelle l'année du dragon. Vous savez tous évidemment qu'en fait le dragon, c'est normalement le symbole du Vietnam. En fait, l'affaire Boudarel, malgré son retentissement, a été un soufflet très vite retombé, car comme le dira le colonel Allaire, un ancien de Dien Bien Phu, je cite, « Le tabou de l'Indochine explose à la seconde même où le Vietnam nous aide à enterrer nos morts et notre histoire. » Car en 1991, on a beaucoup tourné au Vietnam, qui devient Hollywood sur Mekong. En 1992 vont sortir 3 films tournés en 91. Premièrement, en janvier, c'est L'Amant, de Jean-Jacques Hano, adapté du best-seller Prix Goncourt de Marguerite Duras. En avril 92, c'est probablement le plus célèbre, c'est Indochine de Régis Varnier, qui est un succès mondial avec un prix aux Oscars. Et enfin, le plus intéressant du point de vue mémoriel pour nous, c'est Dien Bien Phu de Pierre Schoendoerfer, qui touche directement à la défaite. Alors soyons justes, ce ne sont pas les premiers films qui ont été tournés au Vietnam, mais c'est la première fois, notamment un très beau film de Laemmle qui s'appelle Poussière d'Empire, mais c'est les premiers films avec un très gros budget et qui visent surtout un très grand public et pas un public confidentiel. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En 1986, c'est la crise de l'URSS, Gorbatchev, et la fin de l'aide soviétique. Le Vietnam est en très mauvaise position économique avec le blocus occidental et il prend un tournant à la chinoise sur le plan économique qui s'appelle le Doi Moi, la rénovation avec l'ouverture à l'Occident. Et comme la Chine avait connu sa diplomatie du ping-pong avec les États-Unis, se met en place ce que j'appelle la diplomatie du celluloïd, à savoir en fait les films mentionnés plus haut qui vont être tournés et qui sont à la fois une rentrée de devises tout à fait bienvenue dans une situation économique difficile et surtout un formidable outil de ce qu'on appelle le soft power, qui vont vendre un Vietnam totalement différent de la guerre, qui est fait de paysages somptueux, d'architecture coloniale, d'opium et surtout de jolies femmes. Très importante, les jolies femmes. C'est la recette qui va faire le grand succès d'Indochine, qui est une fresque romanesque avec des grandes vedettes, Catherine Deneuve, Vincent Pérez pour le glamour, Jean-Yann qui fait le directeur de la sûreté, qui est le salaud de service, qui est extrêmement génial, et un bon nombre de clichés coloniaux. Et le film qui se conclut par les accords de Genève va tracer pour le grand public une histoire coloniale de la France où elle n'a pas vraiment le beau rôle. Ainsi, cet extrait que j'ai choisi, qui fait allusion à la mutinerie en février 1930, de soldats indochinois à Yen Bai. C'est un des événements phares de l'année 1930, qui est une grande année d'insurrection en Indochine, donc avec cette mutinerie. Et effectivement, il va y avoir un énorme retentissement à Paris, et notamment l'association des étudiants annamites pour l'indépendance va se mobiliser, faire énormément d'agitation. Et cette association, elle est dirigée par un jeune étudiant qui est proche de l'opposition de gauche à Paris et qui s'appelle Tatu Tao et qui va effectivement être expulsé de France et vers Saigon et qui sera en fait assassiné par le Viet Minh par divergence politique en septembre 1945. Alors, autre film totalement différent, c'est le Dien Bien Phu de Schoendoerfer, qui est sur un tout autre registre. Alors là, pas de... Il n'y a pas d'opium, pas de colonies. C'est un film de guerre qui se veut aller sur le terrain des Américains. Et là, ce qui est important, c'est qu'il se fait avec les Vietnamiens. Et il est vu par Schoendoerfer comme étant
le film de la réconciliation. Et cette photo assez étonnante, dont je suis désolée, sa qualité n'est pas géniale parce que j'ai scanné un bouquin, en est en fait le symbole. Si vous regardez bien cette photo, nous avons au centre, c'est l'équipe en gros du film, hein. Au centre, alors au fond, nous avons un vieux Dakota qui a été fourni par l'armée française quand même. Au centre, nous avons Pierre Schoendoerfer ici et son homologue vietnamien qui s'appelle Nguyen Van Tho, sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Et surtout, ce qui est intéressant ici, c'est que là, ce sont des vrais soldats de l'armée populaire vietnamienne. Et ici, là, les bérets rouges, ce sont des vrais parachutistes français. Donc, et les deux, en fait, soldats vietnamiens et parachutistes français, jouent dans le film, non pas leur propre rôle, mais celui qui fut peut-être celui de leur père ou leur grand-père. Ce film, Schoendoerfer le veut en fait un hommage à ses camarades, et on ne voit, la caractéristique, c'est qu'on ne voit aucun officier supérieur. Aucun. Les généraux de Castres et Navarre ne sont même pas mentionnés. C'est véritablement... Alors, on évoque de temps en temps la figure de Bijard ou de Langlais, qui sont des officiers que Schoendoerfer admire, mais on ne les voit pas. Tout reste au niveau des soldats, des sous-officiers, des lieutenants, et ne va jamais au-delà des capitaines. C'est véritablement la guerre d'Indochine vue par en bas. Alors, les Vietnamiens fournissent des techniciens et 4000 soldats quand même de l'armée vietnamienne qui vont jouer le rôle de l'armée du Viet Minh, mais aussi le rôle des unités de l'armée de Bao Dai qui sont parachutées dans la cuvette avec les Français, ce qui est quand même assez intéressant comme mise en abîme. Et tout ça est facilité par le fait que le directeur général du cinéma vietnamien de l'époque est alors Nguyen Van Tho, qui était en fait à l'époque un de ces jeunes opérateurs dont je vous ai montré la photo tout à l'heure avec Roman Carmen, et qui était en fait ce qu'on pourrait dire le Schoendoerfer en fait finalement d'en face. Alors, ça va être presque un de nos derniers extraits de la soirée. Un extrait de Dien Bien Phu, c'est la fin, c'est la fin du film. Alors, le film, l'accueil de la presse en fait est mitigé. Si, d'un point de vue, en fait, le problème politique laisse complètement indifférent. Tout le monde s'en fout finalement que les Français étaient défaits à Dien Bien Phu. En revanche, l'aspect filmique est un peu discuté, à mon avis à juste titre. C'est-à-dire qu'on a d'un côté, le film est basé sur l'opposition front et arrière. Et c'est vrai que si la partie guerre est assez bien faite, bon, l'histoire de l'arrière avec l'histoire d'amour et tout est plutôt assez gnangnan. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que les attaques contre Pierre Schoendoerfer viennent de là où on ne les attendait pas. Elles viennent d'une partie de l'armée, d'officiers supérieurs, qui n'ont pas apprécié deux choses. Premièrement, c'est que le film se fasse au Vietnam avec les Vietnamiens. Déjà ça passe mal. Et que deuxièmement, en fait, que ce film, il le traite de démagogique parce qu'il est au ras du soldat, justement, et qu'on ne voit pas les officiers, on ne voit aucun officier généraux. Quant aux anciens combattants de base qui déjà, donc en 1992, comme vous pouvez le compter, commencent déjà à avoir un certain nombre d'années, ils sont partagés. Si certains continuent et continueront jusqu'à leur mort à ressasser la défaite et la captivité, en fait, en douce, si j'ose dire, énormément d'entre eux ont déjà profité de l'ouverture du Vietnam pour retourner à Dien Bien Phu, et souvent rencontrer d'anciens combattants vietnamiens. Et en fait, ce mouvement va s'amplifier avec le film de Schoendoerfer. Qu'en ce qui est du grand public et de l'opinion publique, le verdict est sans appel. Alors que l'Amant et l'Indochine vont totaliser plus de 2 millions de spectateurs chacun, Dien Bien Phu n'en comptera que moins de 900 000, soit moins de la moitié. Mais c'est-à-dire que finalement, l'indifférence du film est rejoint à peu près, bon, 900 000, c'est quand même pas si mal que ça, Bon, je vous l'accorde. Mais par rapport à 2 millions, bon, voilà. 2 millions chacun. Mais la sortie des 3 films en enfilade a mis le projecteur sur cette guerre et sur cette colonie qui était totalement oubliée. En 1993, c'est la première visite d'un chef d'État français au Vietnam indépendant. Donc personne n'y avait mis les pieds depuis l'indépendance, depuis 1954 quand même. Alors que je rappelle par mémoire, par comparaison, la première visite en Algérie, c'est 1975. C'est Giscard en 1975. Donc simplement 12 ans après le départ des Français.
les États-Unis lèvent l'embargo commercial en 1994 et en 1997, le Vietnam va accueillir à sa demande le sommet de la francophonie. Et il va devenir une destination touristique majeure du sud-est asiatique, offrant, si on veut toujours comparer nos anciennes colonies, un contraste terrible avec, puisque ce sont les années où l'Algérie s'enfonce dans la guerre civile. Ce sont les années de la décennie noire en Algérie. Alors très rapidement, juste pour conclure sur une communauté de mémoire dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, de façon totalement injuste, qui sont les Viet Kieu. Alors les Viet Kieu, c'est qui? Ce sont les Vietnamiens de l'étranger. Alors, il y a plus de 4 millions de Vietnamiens d'origine dans le monde, dont plus de 2 millions aux États-Unis et 300 000 en France, donc Vietnamiens ou Vietnamiens d'origine. 75% de cette diaspora est issue des exilés réfugiés d'après 1975, ce qui détermine en grande partie pour la première génération, les autres c'est encore une autre histoire, un profil très 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 à droite, surtout aux États-Unis. Vous voyez d'ailleurs ici, ce sont les drapeaux du Sud-Vietnam que l'on peut réidentifier. En France, il existe une vieille émigration différente, un peu différente de celle de 1975, qui est liée à la colonisation et aux deux guerres mondiales, quand on a fait venir des travailleurs forcés indo-chinois pendant les deux guerres. Et cette diaspora s'est souvent mobilisée lors des deux guerres d'indépendance, d'indépendance et de réunification, en faveur de l'indépendance puis de la réunification du Vietnam. Vous regardez là, même si vous ne connaissez pas vraiment, voilà, ça veut dire vive Ho Chi Minh. Je frime, mais je connais que ça, je l'ai lu, évidemment. Alors, il existe aussi, et ça c'est beaucoup plus triste, une communauté d'Eurasiens qui a été rapatriée en 1956. Beaucoup de femmes vietnamiennes seules, avec leurs enfants nés de pères français, et qui vont se retrouver dans des camps de regroupement, dans l'isolement et dans la pauvreté. Il y a maintenant d'ailleurs tout un mouvement de mémoire de ces enfants et petits-enfants, surtout les petits-enfants d'ailleurs. Avec le Doi Moi et l'ouverture à l'Occident, le Vietnam s'est tourné vers sa diaspora. 80% des Viet Kieu vivent dans des pays riches et ont généralement un niveau d'éducation et de vie élevé. Chaque année, près de 10% d'entre eux retournent au pays où beaucoup ont encore des parents, car comme toute guerre civile, celle-ci a divisé les familles. Et dans une culture où les solidarités familiales sont extrêmement fortes, les transferts de devises de la diaspora représentaient en 2014 10% du PIB vietnamien. Ce qui est énorme et ce qui d'ailleurs ne va pas sans poser évidemment certains problèmes. En 2004, une directive gouvernementale précisait, je cite, « Tout Vietnamien, quelle que soit son origine ethnique, religieuse, familiale, sociale, et je souligne, la raison de son expatriation est bienvenue dans le bloc de la Grande Union nationale. » Donc ce sont les portes ouvertes à la diaspora. Et en 2008, c'est de fait le droit à la binationalité qui a été reconnu, ce qui est un événement exceptionnel en Asie, où la binationalité est quelque chose qui n'est absolument pas courant, ni au Japon, ni en Chine, par exemple. Et très souvent, les seconde et troisième générations n'ont plus les mêmes préjugés que ceux qui ont été ceux de leur père. C'est-à-dire que cette droitisation a disparu dans ces secondes, en tout cas en partie pour les secondes et les troisièmes générations. Tout simplement aussi parce que la chute du mur de Berlin a grippé ce qu'on pourrait appeler le mur de l'anticommunisme. Alors, dernier point de l'utilisation donc de ces Viet Kieu, c'est la question de la diplomatie. Aujourd'hui, par exemple, il y a une mobilisation importante. Le Vietnam mobilise sa diaspora, même y compris la diaspora la plus anticommuniste qu'on puisse trouver aux États-Unis, contre la Chine et contre les prétentions territoriales de la Chine aux dépens du Vietnam, que ce soit sur les îles, les Spratly ou les Paracels. Et c'est quand même assez drôle de voir ces gens qui ont toujours le drapeau sud-vietnamien de manifester leur soutien au Vietnam contre la Chine, ou de voir par exemple les associations vietnamiennes, dont une partie sont l'héritière de la vieille émigration, mais une partie aussi héritière de la diaspora née de 75, soutenir le Vietnam contre les prétentions chinoises. Les Viet Kieu deviennent ainsi
un levier diplomatique important. Le général Giap donc, est mort en 2013. Ses obsèques au Vietnam ont été l'occasion de cérémonies grandioses, bon, ça on pouvait s'en douter, mais surtout où ont participé énormément de jeunes qui n'avaient jamais vu ni la première guerre du Vietnam, ni même la seconde guerre du Vietnam. Et ce qui est très curieux, c'est que l'extrême droite, vous en souvenez peut-être, hein, a poussé des cris d'orfraie quand au communiqué de Laurent Fabius, qui était alors ministre des Affaires étrangères, qui a salué la mémoire de Giap. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'en novembre 2013, dans l'enceinte de l'école militaire, je dis bien dans l'enceinte de l'école militaire, organisée par l'Institut de recherche supérieure de l'école militaire, s'est tenue une soirée sur le thème, au nom un peu bateau, hein, le général Giap, quelle analyse stratégique, qui réunissait dans un même amphithéâtre des militaires d'active, des anciens militaires, mais aussi de nombreux jeunes vietnamiens et franco-vietnamiens. On pourrait dire, pour conclure, que en fait, la visite de Hollande en septembre 2016 a contrasté par l'indifférence qu'elle a reçue avec ce qui avait été l'accueil absolument délirant d'Obama en mai 2016. Bon, il faut dire pour lui que, outre son charisme naturel, il apportait également la levée de l'embargo militaire, ce qui est aussi un argument, évidemment, contre lequel nous ne pouvons pas nous battre. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de mémoire apaisée? À mon avis, il me semble. Je crois qu'il y a pour ça deux types de raisons. D'une part, des raisons objectives. Il n'y a pas eu de contingent, il n'y a pas eu de pied noir, et donc il y a beaucoup moins d'implications en fait françaises. Mais également dans un conflit qui a été beaucoup plus idéologique à partir de 1950 entre la France et le Viet Minh, la disparition et la chute du mur de Berlin, la disparition de l'ennemi communiste en fait, a mis un peu un terme à un affrontement idéologique. Mais il y a aussi, pas uniquement des raisons objectives, il y a aussi des raisons subjectives. La première, c'est que le Vietnam est un triple vainqueur. Le Vietnam, il a été vainqueur français. Ouais, mais ça c'est un peu plus compliqué, c'est quand même été beaucoup aidé par les Américains. Mais disons, en tout cas, les forces vietnamiennes, vainqueurs des Français, vainqueurs des Américains et vainqueurs des Chinois. Donc en fait, il n'a plus rien à prouver. Je vous rappelle quand même que pendant un moment donné, pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, on a peu mobilisé en fait dans les troupes combattantes les soldats indochinois parce qu'on disait qu'à l'époque c'était des piètres combattants. Maintenant, je pense que plus personne ne s'avise à dire que les Vietnamiens sont de piètres combattants. Donc il n'a plus rien à prouver à personne. Et par ailleurs, je crois que c'est quand même important, il a su, après une période très difficile pour lui, revenir avec ce qui avait fait sa force pendant les deux guerres, c'est-à-dire tendre la main à la fois aux vaincus extérieurs, sans vouloir les humilier, la France et les USA, mais aussi à ces vaincus de l'intérieur, c'est-à-dire à sa diaspora. Bien.